évidemment. Voilà, c'est bon, le micro est réouvert. Donc bonjour à toutes et à tous. Ça permet à chacun de pouvoir continuer à rentrer dans la réunion puisque vous êtes nombreux à vous être inscrits ce matin. On vous en remercie. Et aussi, ça montre l'intérêt que vous avez pour cet outil Reflet, hein, puisqu'on en avait fait déjà un premier rendu en juin. Un outil effectivement très fort qui a été lancé par la Bretagne. Hein. Nous y sommes associés pour la première fois durant l'enquête de 2022 et on remercie nos amis bretons de la richesse de cet outil et nous en tirons les fils, évidemment, depuis le mois de juin et on a dit à peu près jusqu'en 2024, puisqu'il y a énormément de données dans cette enquête Reflet. Donc, merci à vous pour votre intérêt. Évidemment, un intérêt qui n'est pas minime, puisque on sait que cette observation touristique nous permet à tous d'être un outil d'aide à la prise de décision, et on le voit bien hein, par chacun d'entre vous. Et puis, effectivement, une curiosité aussi pour les acteurs du tourisme que nous représentons et qui sont aussi autour de la table, puisque ça permet aussi, au travers des analyses qui vont être faites, de se donner des idées d'amélioration de la performance, d'amélioration de l'excellence de la qualité d'accueil en Loire-Atlantique. Donc vraiment un grand merci à tout le monde, et puis aussi une volonté dans ce travail. C'est aussi un temps, on voit, d'échange. Hein. Vous êtes, je le disais tout à l'heure, 90 inscrits, donc c'est pas rien. Aussi un échange collaboratif, et on le verra, ça entraîne aussi des nouveaux partenariats, et on est très satisfait et on est vraiment dans notre cœur de mission que de créer ces partenariats avec vous, divers et variés, pour avancer autour de cette observation touristique, pour avancer aussi de manière plus pointue. On est dans le groupe national pour réfléchir autour des indicateurs du tourisme durable, mais pas qu'y réfléchir. On voit que ça y est, on a cranté et qu'on commence à avoir des premiers effets. Donc ça, c'est tant mieux, parce qu'on tournait un petit peu en rond, chacun dans notre coin, là, au niveau des destinations, et là, d'avoir un grand collectif national, c'est quand même plus fort. Donc voilà pour cette introduction rapide, en tout cas bon webinaire, et je laisse la parole à l'équipe Emeline, Raphaël et Claire, en remerciant d'ores et déjà nos intervenants qui viennent illustrer les propos pour que ce ne soit pas que du brut, bien évidemment. Donc merci à l'équipe, et puis aussi de développer aussi ces temps d'observation un petit peu dans l'ensemble de nos temps de rencontre. On voit que ça donne aussi corps à l'ensemble de nos temps d'intervention. Donc, merci à tous, et puis bon webinaire. À bientôt. Merci Agnès. Donc effectivement, nous allons passer à la présentation des données avec Emeline Lozevi, qui est chargée d'observation touristique, et Raphaël Prost, qui est chargé de développement territorial et touristique. Donc il y aura une première partie, voilà, présentation des données par les différents prismes que je vous ai présentés tout à l'heure, par profil, par provenance, par lieu de séjour. Et ensuite, Raphaël fera donc le point sur les faits qui interpellent. Voilà, et échanger avec vous si vous aussi, c'est des données qui peuvent peut-être vous surprendre, que vous partagez, que vous ne partagez pas. Et là, l'idée, c'est vraiment d'en échanger ensemble. Effectivement, et comme le disait Agnès, il y aura un point de vue d'expert ou d'experte sur chaque thématique, et on aura aussi des petits quiz, voilà, pour voir aussi où vous positionnez chacun sur les différentes thématiques. Donc, nous allons commencer par la méthodologie de l'enquête, qui est importante, et la présentation aussi des données par le profil. Donc, je te laisse la parole, Emeline. Merci Claire, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Alors pour commencer, en effet, il était primordial de présenter la méthodologie de l'enquête Reflet. C'est une enquête que nous avons menée en 2022, entre février et décembre, et qui a été pilotée par la région Tourisme Bretagne. Et on a pu étendre en fait le dispositif sur l'ensemble du département de Loire-Atlantique. Ça nous a permis de collecter plus de 6000 questionnaires sur le département sur l'intégralité de l'année 2022, avec un double dispositif qui avait été mis en place, à la fois un maillage de 15 points d'enquête sur lesquels étaient répartis des enquêteurs du cabinet Symétris, qui étaient plutôt positionnés sur l'aéroport, sur des gares ou sur des sites avec beaucoup de flux touristiques.
Et nous avions également un maillage complémentaire de plus de 60 points d'enquête grâce à nos partenaires qui ont accepté de prendre part au dispositif pour récupérer là aussi un maximum d'adresses mail de visiteurs pour que nous puissions leur envoyer les enquêtes à l'issue de leur séjour. Le traitement ensuite de toutes ces données a été fait par Tourisme Bretagne et depuis notre première restitution du mois de juin, on poursuit les analyses pour pouvoir segmenter au plus fin finalement les données récupérées pour pouvoir vous les présenter et que vous puissiez en effet vous en servir à la fois pour vos stratégies de développement, de communication ou encore pour les porteurs de projets. Voilà pour ce qui est de la méthodologie très rapidement, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat en haut. Mais pour ceux qui étaient déjà là en juin, vous aviez déjà eu toute cette présentation. Vous retrouverez également, je vous ai remis justement les constats principaux sur lesquels nous avions échangé lors du premier webinaire de juin sur les résultats départementaux, vraiment d'un point de vue très large. Donc, je ne vais pas tous vous les reciter, mais nous avions notamment échangé autour de l'attachement des visiteurs à la destination Loire-Atlantique, autour de la valorisation de ces patrimoines à la fois naturels et culturels, de l'échange aussi autour des flux, on y reviendra dans le webinaire aussi aujourd'hui, sur les mobilités, sur les flux entre les territoires, etc. Et également sur le volet de satisfaction, mais j'en passe puisque je le rappelle, l'enquête reflet nous permet d'avoir des données sur l'intégralité du parcours client. Donc on ne va pas pouvoir vous présenter toutes les données ce matin, mais vous y aurez accès par la suite, puisqu'en effet nous sommes en train de segmenter ces données autour de 8 chapitres. On va vous en présenter 3 ce matin, mais on va ensuite vous mettre à disposition tout un ensemble de publications qui va fonctionner sur un système de fiches profil. Donc je vais vous en montrer juste un exemple rapidement. Ici, c'est la fiche des touristes français. Elle fonctionne en recto verso, donc vous allez avoir la synthèse des données sur la cible précise. Donc là, la fiche des touristes français, vous avez le verso ici, mais ce sera décliné les touristes étrangers, les touristes en famille, les touristes seniors, etc. etc. Donc voilà, tout un ensemble de publications à venir et on va vous présenter les constats un petit peu prioritaires de 3 chapitres plus transversaux pour que ça puisse parler à l'ensemble des participants aujourd'hui, à la fois le profil des touristes selon leur type de groupe, selon leur provenance et selon leur lieu de séjour. Donc, concernant ce premier chapitre sur les données par type de groupe, on va ici se focaliser plutôt sur les familles, les couples et les seniors. Premier point qui nous a interpellés, ça a été justement sur les mobilités, où on voit que largement les touristes de Loire-Atlantique viennent en voiture pour séjourner sur le territoire, sans grande surprise, notamment les familles à 82%, car finalement, moyen de déplacement plus pratique pour ce type de clientèle qui a beaucoup de bagages, où ils sont plusieurs, etc. Donc d'un point de vue aussi économique, ça reste le moyen de transport privilégié de ce type de groupe. Pour les couples, mais également pour les seniors, on va retrouver la dynamique de camping-car et de van en deuxième moyen de transport pour ces cibles de clientèle. Et dernier point saillant également sur cette partie de mobilité, c'est pour les seniors qui sont finalement les plus nombreux à venir à vélo sur le territoire, notamment via l'itinérance sur nos principaux itinéraires. On y reviendra également. D'ailleurs, sur ce point, ce sont aussi les seniors qui vont pratiquer le plus de sport sur le territoire, notamment la randonnée et le vélo. Donc il y a certes la mobilité pour venir sur le territoire, mais aussi tous les enjeux de mobilité durant le séjour qui sont à re-questionner. Autre point sur ces typologies de clientèle, c'est évidemment l'hébergement. Alors on va retrouver pour les familles une cible de clientèle qui va essayer de séjourner en priorité chez ses proches, chez la famille ou chez les amis, notamment pour pouvoir bénéficier d'un hébergement gratuit au vu du coût qu'implique un hébergement pour une famille. Pour les couples, en revanche, on a toujours l'hébergement chez les proches ou dans le locatif en priorité, mais l'hôtellerie arrive en 3e position en termes d'hébergement pour les couples. Pour les seniors ici, ce sont par contre les résidences secondaires qui arrivent en 3e position avec un parc très conséquent en Loire-Atlantique. Lorsqu'ils choisissent justement leur hébergement, alors on va retrouver des critères vraiment similaires pour l'ensemble des cibles, à savoir la localisation et le prix en priorité, également la possibilité de réserver en ligne et les avis qui sont importants, mais on va avoir quand même des nuances selon la typologie de clientèle. Pour les familles,
ils vont être vigilants pour leur hébergement, à ce qu'il soit évidemment adapté à leur groupe. Pour les couples, c'est la décoration et le style de l'hébergement qui va aussi impacter le visiteur dans son choix d'hébergement. Là où pour les seniors, c'est plutôt le classement qui va être surveillé par cette typologie de clientèle. En termes de réservation, on l'avait déjà vu en juin, hein, évidemment, la réservation en ligne est largement prioritaire pour tout type de clientèle. Pour les familles, on va avoir Airbnb qui va être plébiscité en première position. Pour les couples, ça va plutôt être Booking, d'ailleurs via le choix aussi davantage d'hôtellerie traditionnelle. Là où les seniors vont réserver davantage en direct, notamment par téléphone à 21%. En termes d'antériorité de réservation, là aussi des nuances assez intéressantes à noter. Les familles vont anticiper davantage leurs réservations, car d'ailleurs elles ont aussi l'impact du calendrier scolaire, hein, qui va avoir des flux plus accrus sur certaines périodes, donc une demande plus forte, donc un besoin de réserver aussi davantage en amont. Là où les couples vont, quant à eux, réserver davantage à la dernière minute, 45% vont d'ailleurs réserver moins de 15 jours avant leur séjour. Pour les seniors, ça va être un peu partagé, hein, puisque là, je vous ai mis les 3 profils en comparaison, mais les seniors peuvent bien entendu faire partie des familles ou faire partie des couples. Donc on va retrouver justement ces 2 tendances, à la fois de la réservation de dernière minute s'ils partent plutôt en couple et de la réservation plus en amont s'ils partent, certainement en famille. En termes de budget et de durée de séjour, là aussi des différences, notables. Si les familles ont les dépenses par jour et par personne les plus serrées, c'est en revanche le budget par séjour et par groupe qui est le plus important. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont plus nombreux et également parce qu'ils restent plus longtemps sur le territoire. À l'inverse, ce sont les couples qui ont le panier moyen journalier le plus élevé et un pouvoir d'achat plus élevé, mais comme ils restent moins longtemps et qu'ils ne sont que deux, eh bien on va avoir un budget global par séjour et par groupe moins important. Et pour les seniors, on va être finalement un petit peu à la croisée de ces deux tendances. Ensuite, en termes de période de séjour, là aussi, des nuances dont on avait déjà évidemment, écho, mais qui permettent d'objectiver justement avec de la donnée, les tendances observées. Eh bien, les familles vont être davantage présentes en cœur de saison. Ce qu'on appelle cœur de saison, ça va être les mois de juillet-août. Donc finalement, un tiers de la fréquentation, sur 2 mois, est assurée par les familles. Là où les seniors et les couples vont être davantage observés sur les ailes de saison. D'ailleurs, petit aparté, j'ai pas remis ici pour ces données-là les notes de satisfaction, mais il faut savoir que ce sont les seniors qui sont le plus satisfaits de leur séjour et ça peut justement être corrélé à cette fréquentation en bord de saison, puisqu'on avait mené une enquête en 2021 sur la satisfaction en Loire-Atlantique et on s'apercevait que justement les touristes étaient plus satisfaits de leur séjour lorsqu'ils étaient sur les ailes de saison ou sur leur saison. Pourquoi? Parce que moins de monde, parce qu'un accueil privilégié ou encore des tarifs finalement plus accessibles. Donc ça peut être corrélé ici entre la période de séjour et la typologie de clientèle en vue d'avoir une satisfaction plus élevée. Voilà pour cette première partie et je laisse la parole à Raphaël. Merci Emeline. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a voulu s'arrêter un petit peu plus longuement sur cette catégorie des seniors. D'abord parce que la dynamique démographique en cours, donc plus de 20 millions de Français auront plus de 60 ans en 2050, nous invite à considérer un peu plus spécifiquement leurs pratiques. Alors c'est vrai qu'affranchis du calendrier scolaire et des obligations professionnelles, ces touristes ont quand même plus de flexibilité et visitent le département toute l'année, et particulièrement pendant les ailes de saison, comme le disait Emeline à l'instant, voire hors saison. Donc ce lissage temporel permet à la fois de réduire la pression sur les infrastructures et l'environnement, mais aussi de stabiliser les chiffres d'affaires des professionnels ou de proposer, comme le disait Emeline, une meilleure expérience aux visiteurs en évitant les sites saturés ou en profitant de bonnes conditions tarifaires. Ce qu'on voulait pointer aussi, c'est que ces catégories de touristes ont souvent, alors évidemment pas toujours, hein, il ne s'agit pas ici de généraliser, mais ont souvent un pouvoir d'achat plus élevé, parce qu'ils disposent de revenus de retraite généralement, ils ont moins de charges liées à l'éducation des enfants, ce qui leur permet de consacrer davantage de ressources au voyage et aux loisirs. Et leurs dépenses dans l'enquête apparaissent effectivement élevées, couplées en plus à une durée de séjour plus longue que la moyenne.
Donc, ce qu'on souhaite aussi pouvoir regarder de plus près, c'est comment leur pratique et puis finalement la multiplication de leur pratique dans les années à venir va permettre d'élever les standards de l'offre touristique du département dans une sorte de montée en gamme générale. Parce que, effectivement, cette catégorie de touristes est souvent en meilleure santé que les générations d'aînés qui les ont précédés. Et ils sont plus actifs, ils recherchent des expériences de voyage qui correspondent à leurs intérêts, qu'il s'agisse de culture, de nature, de bien-être ou d'aventure. Et du coup, on voit un enjeu qui apparaît, c'est adapter les services touristiques pour une montée en gamme générale de l'offre, une élévation des standards, et du coup, qui devra permettre aux prestataires d'être en mesure de répondre à des besoins spécifiques en termes d'accessibilité, de confort, ou de sécurité, ou d'activité adaptée. Donc, ça inclut des infrastructures d'hébergement, des itinéraires de voyage flexibles, des options de transport accessibles. Puis on a encore un autre avantage à s'intéresser à ce public, c'est que effectivement, comme je le disais juste là, ils sont de plus en plus attirés par des formes de voyage, comme le tourisme culturel, patrimonial, historique, le tourisme de bien-être, intergénérationnel, enfin, toute forme de tourisme compatible avec une vision plus durable de l'activité. Donc, comprendre ces tendances, c'est quand même, ça permet, en tout cas aux acteurs du tourisme, de proposer des offres adaptées, renouvelées. Puis enfin, dernier point qui nous paraissait intéressant sur ce public, c'est qu'ils sont bien souvent des bons ambassadeurs de la destination dans leur communauté. C'est vrai qu'ils ont souvent un réseau social relativement étendu par les associations, etc. Et leurs recommandations peuvent influencer d'autres personnes de leur groupe d'âge à choisir la destination de Loire-Atlantique. Donc un bon bouche-à-oreille peut aussi contribuer à attirer davantage de touristes seniors. Voilà ce que je voulais en dire. Et puis maintenant, on a Rose-Laurence Pichon qui va en parler. Qui intervient voilà, sur cette question du vieillissement de la population, entre le lien et tourisme et vieillissement de la population. Rose-Laurence Pichon, qui est déléguée régionale UNAT Pays de la Loire, et donc qui va revenir effectivement sur cette question. Alors la question qu'on lui a posée, et que ce matin, elle va devoir avoir le dur exercice d'y répondre, on lui a posé la question suivante. Un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050, et oui. Je n'en ferai pas partie, non, pas encore, mais ça sera pas loin. Quelles conséquences sur l'activité touristique? L'accessibilité? Quelles conséquences le fait qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050? Quelles conséquences cela aura sur l'activité touristique, que ce soit sur l'accessibilité, la qualité de l'offre, les activités, même la chaleur peut-être, voilà, quel effet cela aura aussi sur le physique, on va dire. Est-ce qu'une offre pensée majoritairement pour les seniors, est-ce qu'elle peut être adaptée pour l'ensemble des classes d'âge? Merci Rose-Laurence d'y répondre. Merci Claire, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, je vais essayer de répondre à la... Vous m'entendez? Alors Est-ce que vous réessaye. m'entendez? Ah. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon, tout à fait, on t'entend, c'est bon. Bon, ça marche. Oui, donc je vais essayer de répondre à la question dans le temps imparti. Avec effectivement, et je m'en excuse, j'aurais peut-être la vision plutôt hébergeur, structure de séjour qu'un autre acteur touristique. Alors effectivement, on va partir du principe que le vieillissement démographique va avoir pour effet une augmentation du nombre de personnes retraitées, de personnes avec du temps libre, donc potentiellement du nombre de touristes sur les territoires, avec effectivement aussi une forte disparité en fait des situations entre une personne qui a 60 ans et une autre qui peut en avoir 80. Ce que je trouvais intéressant, c'est que pour bien adapter son offre, il faut peut-être repartir des freins au départ, aujourd'hui des seniors. Les freins qui sont pointés aujourd'hui, alors ça peut être des freins physiques, effectivement, un peu moins de capacité physique, un peu moins d'énergie, qui vont influencer effectivement les préférences en matière de loisirs. Ça peut être des freins psychologiques, le manque de confiance en soi, la difficulté à s'adapter à un nouvel environnement, juste la difficulté tout simplement à quitter son domicile. On peut également avoir des freins sociaux liés à d'autres individus. Ça peut être par exemple le fait de ne pas avoir de partenaire avec qui pratiquer l'activité, que ce soit à la suite d'un veuvage ou d'un divorce. Et effectivement, il peut y avoir aussi des freins financiers. Même si ça a été dit, aujourd'hui, on remarque que les seniors qui partent en vacances ont une capacité, un pouvoir d'achat un peu supérieur à la moyenne.
Donc, comment adapter son offre en conséquence? Alors, tout d'abord, c'est clair que pour les personnes qui sont les plus éloignées des vacances, il faudra passer par un accompagnement au départ, via des associations, via par exemple le dispositif de l'Association nationale des chèques vacances seniors en vacances, où là, on va essayer de lever notamment les freins financiers. Il faut noter aussi qu'on va vraiment vers une individualisation des propositions, puisque les études sociologiques le disent. En vieillissant, les personnes prennent des décisions, consomment et agissent davantage par rapport à leurs besoins propres et à ce qui est important pour eux que par rapport à une mode. Donc, on a vraiment une individualisation là des offres. Quelques points de vigilance ou de recommandations un peu pratiques, même si la liste là sera loin d'être exhaustive. Les points sur lesquels voilà, il faut porter une attention, l'accessibilité, effectivement, l'accessibilité du lieu de séjour. On peut noter peut-être la proximité d'un centre médical, quel qu'il soit, hein. La facilité pour se déplacer d'un espace à un autre, la proximité des lieux de restauration, d'animation par rapport aux lieux d'hébergement, des cheminements qui soient adaptés. En termes d'hébergement, avoir des chambres de plein pied ou accessibles en ascenseur, pas de lits superposés ou en mezzanine, plutôt des lits de grande largeur pour le confort, encore une fois. Ça peut être aussi des sanitaires adaptés, les douches de plein pied, des baignoires accessibles. En extérieur, tout ce qui est piscine accessible PMR, sanitaire collectif adapté. Claire notait également la question de la résistance à la chaleur. Il faut effectivement penser à la possibilité d'accéder à des espaces frais en cas de forte chaleur. Alors, pour les raisons écologiques qu'on connaît, la climatisation, je ne pense pas que ça doit être la solution. Il faut peut-être réfléchir à créer des îlots de fraîcheur, à revoir la configuration des espaces, à entreprendre des travaux de rénovation pour isoler davantage les bâtiments. Une attention portée sur l'alimentation, avec la prise en compte de régimes particuliers. Et en termes d'activité, on va être sur le développement des sports doux, le bien-être. Ça a été dit, hein, les rencontres avec l'habitant, les visites patrimoniales, la culture, tout ça, ce sont autant d'activités qui plaisent beaucoup aux seniors. Après, est-ce qu'une offre pensée pour les seniors est adaptée pour le reste des touristes? J'ai envie de dire tout ce que je viens de dire là, clairement, ça peut concerner tout le monde. La première conséquence du vieillissement de la population aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve avec... Ça veut dire que ça entraîne le développement de loisirs intergénérationnels, donc des enfants avec des parents âgés ou des séjours avec petits-enfants, grands-parents. Donc finalement, on va être amené à répondre, on est déjà amené à répondre à plusieurs attentes, plusieurs besoins au sein d'un même séjour. Donc on recherche tous, qu'on soit jeune ou vieux, on recherche tous le confort, on recherche tous à bien manger. Et encore une fois, pas forcément dans une logique de santé, mais aussi de plaisir. Adapter son offre à une clientèle senior, ce n'est pas l'adapter dans une logique médicale, même si on parle d'adaptation, mais on est bien dans une logique de vacances, de loisirs. Donc senior ne veut pas dire malade, encore une fois. Nous, au sein de l'UNAT, on le dit aussi, lorsqu'on accueille par exemple des enfants en colo ou en séjour scolaire, c'est pas parce qu'on accueille des enfants que l'environnement doit être aseptisé, qu'on n'a pas le droit d'avoir de déco sympa, un bel environnement. Là encore, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, j'ai envie de dire, tout ce qu'on peut mettre en place pour accueillir une clientèle de plus de 60 ans, pour moi, peut très bien correspondre à d'autres clientèles, quelles qu'elles soient. Et dans tous les cas, que ce soit pour tous les individus, je le dis parce que c'est ce qu'on revoit en lunettes, c'est que les vacances ont beaucoup de bénéfices, le lien social, l'épanouissement, le bien-être. Donc tout ça, ça doit être aussi bien pour les... Bon.
Oui, alors désolé, Voilà, du coup, je Rose-Laurence, m'arrête là. ça Ok. coupait sur la fin, ça hachait. Mais enfin, ce que l'on comprend, c'est qu'effectivement, ça peut être adapté pour tout le monde, surtout le tourisme de bien-être, effectivement. Oui, oui, ça fait effectivement fait pour tout le monde. Merci en tout cas pour ce retour précieux. Alors, effectivement, on voulait également aussi vous faire un focus sur voilà, comment Loire-Atlantique Développement vous accompagne sur la diversité des profils de clientèle de Loire-Atlantique aussi, surtout. Nous, on vous accompagne sur des labels qualité, que ce soit qualité tourisme pour les sites de visite, donc voilà vraiment les bases un peu de la qualité voilà, dans un site de visite. On vous accompagne aussi on en parlait tout à l'heure sur l'accessibilité, on vous accompagne également sur le label tourisme et handicap, donc sur les 4 types de handicap. C'est intéressant aussi de s'y pencher, puisqu'il y a l'accessibilité certes réglementaire, mais il y a aussi comment on va aller plus loin pour faire un tourisme plus inclusif. Et puis on vous accompagne également sur deux labels thématiques que sont Vignoble et Découverte et Accueil Vélo. Alors ça dit bien ce que ça dit, hein. Vignoble et Découverte, on vous accompagne sur le no-tourisme et sur comment voilà, accueillir les personnes qui souhaitent faire de l'onotourisme sur notre territoire. Et on accompagne aussi les professionnels qui souhaitent accueillir de la clientèle à vélo via le label Accueil Vélo. Donc voilà, tous ces labels permettent aussi d'adapter son offre touristique aux profils touristiques qui sont sur notre territoire de Loire-Atlantique. Par rapport à ce que vous avez entendu, on avait une petite question de sondage à vous soumettre, voilà, pour vous savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur ce qui a été présenté dans les données, dans les faits qui nous interpellent. Est-ce que vous avez des choses, des compléments, des questions, des précisions à demander? N'hésitez pas soit dans la conversation, dans le chat générique, ou soit dans la section Q&R, donc questions-réponses. N'hésitez pas à poser aussi vos questions ici. Donc voilà. Pour la Je partie vais sondage démarrer la petite question de sondage qui va apparaître sur votre écran. Ce qui vous est demandé, c'est de classer par ordre d'importance les actions sur lesquelles vous souhaitez agir en priorité. Donc, vous pouvez faire glisser les propositions qui apparaissent. En haut, celle qui est la plus importante pour vous à mettre en place. Et voilà, du plus important vers le moins important, de haut en bas, pour classer ce sur quoi vous souhaitez agir à l'issue de la présentation qui vient d'être faite. Alors, donc, les ordres d'importance sur les actions sur lesquelles vous souhaitez agir en priorité, il y a soit adapter, créer une offre pour les familles, proposer des offres tarifaires accessibles. 3, étendre la saison touristique. La 4e proposition, faire évoluer son offre pour les touristes seniors. 5e proposition, cibler les couples. Et 6e proposition, viser une clientèle à fort pouvoir d'achat. Donc voilà, n'hésitez pas donc à les classer et puis ensuite, on verra donc le résultat de ce que vous nous soumettez. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant dans le chat, donc on va poursuivre sur le 2e chapitre. Cette fois-ci, les données de profil des touristes selon leur provenance. Et là, on va particulièrement s'attarder sur les différences entre touristes français et touristes étrangers, avec également quelques zooms régionaux sur la partie France. Déjà, en termes de typologie de groupe, pour le coup, on va avoir aussi déjà des différences selon la nationalité du visiteur. Davantage de familles pour les touristes français, surtout pour les touristes venant d'Île-de-France. La moitié des touristes venant d'Île-de-France sont des familles et 47% sont des séjours avec enfants. Là où les touristes plutôt de proximité, du nord-ouest et plus précisément des Pays de la Loire, on va retrouver plutôt des couples. Pour la partie touristes étrangers, là aussi, plutôt des couples en priorité. Et on retrouve aussi 20% de touristes seuls, donc ce qui est largement supérieur à la moyenne et aux touristes français notamment. Donc voilà, une clientèle aussi solo, d'itinérance ou d'étudiants par exemple, qui peut aussi voilà, être prise en compte dans ces données et avoir donc des pratiques et des attentes différentes. En termes de mobilité, très gros enjeu ici sur ce chapitre selon la provenance des visiteurs. On retrouve toujours évidemment la voiture pour les touristes français. Près de 8 Français sur 10 viennent en voiture sur le territoire et seulement 11% en train. On y reviendra tout à l'heure, ça va être justement un des axes d'échange de ce chapitre. Par contre, pour les touristes provenant d'Île-de-France, c'est 25% tout de même qui viennent en train sur le territoire. Pour les touristes étrangers,
On va avoir 42% qui viennent en avion, donc voilà, une mobilité très carbonée. Par contre, fait intéressant, c'est quand même les touristes qui viennent aussi le plus en train et à vélo. Donc voilà, des actions aussi à prioriser sur ces clientèles étrangères qui viennent en train et à vélo et proposer de nouvelles solutions de transport et d'intermodalité pour essayer de réduire justement ces transports en avion et en voiture, mais on y reviendra, je laisserai Raphaël tout à l'heure développer ce sujet. En termes d'hébergement, pour les clientèles françaises, on va retrouver là aussi les parents et les amis en priorité. On a été assez surpris d'ailleurs de retrouver aussi ce mode d'hébergement en priorité chez les touristes étrangers. On a même revérifié les données puisqu'on était un peu étonnés. Mais voilà, ça s'explique aussi par justement des travailleurs ou des étudiants qui sont sur le territoire, dont la famille vient les visiter en Loire-Atlantique, des personnes qui ont peut-être des proches, qui ont une résidence secondaire sur le territoire, notamment les Britanniques, et qui vont pouvoir en profiter lors de leur séjour. Mais ce sur quoi je voulais m'attarder ce matin, c'était plutôt au niveau de l'hébergement marchand, où les Français vont davantage privilégier le locatif, là où les touristes étrangers vont plutôt préférer l'hôtellerie traditionnelle. Sur un zoom plus local, les touristes provenant des Pays de la Loire, eux, leur premier moyen d'hébergement, c'est la résidence secondaire. En termes de réservation, là aussi, on retrouve évidemment le poids d'Internet et de la réservation en ligne, plutôt Airbnb pour les touristes français, et de façon plutôt tardive, là où à l'inverse, alors on le verra ensuite, mais pour repréciser au niveau local, les touristes d'Île-de-France vont davantage réserver d'ailleurs par Internet, plutôt sur Airbnb, et de manière plus anticipée, car ils viennent de plus loin, là où les touristes de proximité, du Nord-Ouest et plus spécifiquement des Pays de la Loire, vont davantage réserver en direct, notamment par téléphone, et davantage en dernière minute. Pour les touristes étrangers, c'est Booking cette fois-ci qui va être davantage privilégié de par le poids de l'hôtellerie, on l'a vu précédemment, et de façon un peu plus anticipée, là aussi, lorsqu'on part à l'étranger, on réserve généralement davantage à l'avance. Concernant les dépenses et durée de séjour, là aussi des nuances à observer. Alors on est sur un panier moyen journalier de 48 € par personne pour un budget global par séjour et par groupe de 687 € pour les Français. Un budget beaucoup plus conséquent pour les touristes d'Île-de-France parce qu'on l'a vu, ils viennent davantage en famille, donc sont plus nombreux et ont aussi une durée de séjour beaucoup plus longue de 6,1 nuits en moyenne, donc un budget global plus conséquent. Pour les touristes étrangers, on va avoir un panier moyen journalier beaucoup plus important et donc un budget global aussi, déjà parce qu'ils restent plus longtemps que les touristes français. Ils ont aussi évidemment un poste de dépense sur les transports beaucoup plus important, là aussi, que les touristes français, mais ils consomment aussi globalement davantage que les touristes français, même sur les autres postes de dépenses. Dernier point sur ce chapitre, c'est la satisfaction qui nous semblait intéressante à relever sur ces données, où on va avoir une satisfaction beaucoup plus élevée de la part des touristes étrangers qui vont noter leur séjour à 8,8 sur 10 contre 8,6 pour les Français. Ça descend même à 8,5 pour les touristes d'Île-de-France ou encore des Pays de la Loire. On l'abordera aussi dans la partie plus de synthèse, mais ça nous interrogeait justement sur l'exigence des touristes français de proximité qui vont avoir davantage l'habitude du fonctionnement, de l'offre et qui vont avoir une attente plus précise de leur séjour, là où les touristes étrangers vont peut-être être plus flexibles avec une capacité à l'émerveillement peut-être plus grande. Donc voilà, aussi réenchanter nos touristes français et de proximité, c'est aussi un enjeu pour augmenter la satisfaction et répondre à leurs attentes. Ils ont choisi d'ailleurs la Loire-Atlantique, ces touristes français, plutôt pour le patrimoine. On va retrouver la nature, le patrimoine naturel, pardon, pour la nature et les paysages en priorité. On va voir les plages également qui arrivent dans le top 5 de ces motifs de séjour. Pour les touristes plutôt de proximité, c'est d'ailleurs un des critères évidemment de choix de la destination. Pour les touristes du Nord-Ouest et des Pays de la Loire plus spécifiquement, la proximité du lieu de séjour est très importante.
Pour les touristes étrangers, en revanche, on va avoir toujours la nature et les paysages en premier motif de séjour, mais le patrimoine culturel et historique arrive en deuxième position et la gastronomie arrive aussi dans ce top 5. D'ailleurs, en termes de satisfaction, là aussi, pour les touristes français, on va avoir le patrimoine historique qui est salué en première position, l'accueil des locaux également, et on va retrouver justement cette dimension de patrimoine naturel, de tourisme vert, avec une forte satisfaction en ce qui concerne les chemins de randonnée et les voies cyclables. Pour les touristes d'Île-de-France, ils sont également plutôt satisfaits de la propreté des lieux publics, et les touristes du Nord-Ouest sont sensibles aux activités, à la diversité des activités culturelles et de loisirs de Loire-Atlantique. Pour les touristes étrangers, on va retrouver justement cette dimension de gastronomie, de produits locaux et de restaurants qui arrivent dans le top 5. La facilité aussi à se déplacer une fois sur place, hein, notamment s'ils viennent en avion ou en train, eh bien, pour pouvoir se déplacer sur le territoire, c'est important pour eux. Ils jugent visiblement le maillage de transport plutôt satisfaisant en Loire-Atlantique. Et on retrouve justement cette dimension, évidemment, patrimoine historique et culturel du territoire. Et je repasse la parole à Raphaël pour synthétiser un petit peu mes propos. Oui, Claire? Alors juste, je reprends la parole, juste parce qu'il y a des questions dans le chat. Il y a quelques questions, donc je te les lis. Donc la première question, c'est dans le « Comment je suis venu » pour la clientèle étrangère, comment se fait l'enquête? En additionnant les différents pourcentages par moyen de transport, on est au-delà de 100%. Ils peuvent combiner différents moyens de transport? Pour l'interrogation. C'est ça, exactement. Un touriste qui serait venu en avion, puis qui a pris le train pour se rendre à La Baule, par exemple, il va pouvoir cocher les 2 cases. Donc, on est sur une question à choix multiple. Vous verrez hein, dans les fiches, souvent, si vous avez un total supérieur à 100%, c'est qu'il s'agit d'une question à choix multiple. Je vois la question ensuite, la part des touristes étrangers sur le nombre total de touristes. En effet, on est sur 80% de touristes étrangers pour 20%, pardon, je dis complètement l'inverse, 80% de touristes français pour 20% de touristes étrangers. Et la troisième question, de quel pays proviennent majoritairement les touristes étrangers? Majoritairement les touristes étrangers. Alors on ne l'a pas remis en effet ici. Alors pour tout ce qui est données de fréquentation, on va plutôt nous communiquer sur les données issues de l'outil Fluvision Tourisme d'Orange. On va retrouver en priorité finalement les clientèles de proximité, internationale. J'entends par là l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne. Dans le cadre de l'enquête reflet, on retrouve également, puisque du coup on a fait le même exercice, donc il peut y avoir quelques nuances, on retrouve là aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique aussi dans le top 3 reflet. Pourquoi moins d'Espagnols? Puisqu'on suspecte que sur nos données Fluvision Tourisme, potentiellement il va y avoir une dimension de travailleurs étrangers espagnols qui peut-être rentre en compte dans notre fréquentation, qui gonflerait cette part espagnole via Fluvision, qu'on retrouve moins ici dans les données reflet. Merci Emeline. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, le chat est à disposition. Raphaël, donc ce qui nous interpelle. Merci Emeline et Claire. Oui, on a souhaité s'arrêter un petit peu sur cette notion de la valorisation du local, parce que en regardant un petit peu les chiffres qui ressortaient de l'enquête, alors on s'aperçoit évidemment que sans surprise, les touristes qui viennent dans le département viennent d'abord pour profiter des paysages et de la nature, alors en particulier de la plage, mais on s'aperçoit aussi que la satisfaction des touristes étrangers est particulièrement remarquable sur les notions de gastronomie et de patrimoine. Alors, ce constat pouvait nous sembler, à premier abord, un peu contre-intuitif, hein, considérant que notre département, alors contrairement à d'autres destinations, ne jouit pas d'une très forte visibilité sur le patrimoine ou les arts de la table. Alors, même s'il y a évidemment de puissantes locomotives en la matière en Loire-Atlantique, hein, que ce soit Clisson, la métropole nantaise, les stations balnéaires, la Brière, Saint-Nazaire, évidemment. Mais en tout cas, ces éléments nous confirment que la Loire-Atlantique profite de la marque France, et ça nous invite à penser à valoriser tout ce qui constitue la richesse de notre département, et en particulier sur son patrimoine commun, sur le petit patrimoine. Alors là, on va trouver la place de l'église, le vieux moulin, le muret de pierre sèche, la vue sur mer, les marchés, les produits locaux, l'artisanat, etc. Enfin, qui sont toutes autant de motifs de satisfaction pour les touristes français et aussi étrangers.
Voilà, donc tous ces éléments qui sont finalement le socle de notre territoire peuvent en fait être facilement valorisés à travers les itinéraires vélo-rando existants, le déploiement d'applications interactives ou alors des signalisations efficaces sur nos territoires. Donc, un point important de se dire que si on n'y pense pas forcément parce qu'on n'a pas les plus grands sites patrimoniaux de France, finalement, ce sont quand même des éléments qu'on va venir chercher sur notre territoire. Et puis le deuxième aspect sur lequel on voulait s'arrêter sur cette notion de local, c'était plutôt sur la question des mobilités. Parce qu'effectivement, parmi les modes de transport les plus empruntés par les touristes qui se rendent en Loire-Atlantique, alors figurent d'importants émetteurs de carbone, hein, en particulier l'avion et la voiture. Alors si évidemment les mobilités douces ne se substitueront pas à grande échelle au transport motorisé, et en particulier pour les déplacements à grande distance, il existe quand même une alternative intéressante, c'est celle du train. Et en plus de leur intérêt écologique, on souhaite souligner que ces petites lignes régionales sont aussi une manière de découvrir ou de redécouvrir le territoire. Et en plus de profiter aux touristes qui viennent nous visiter, ces lignes profitent également aux habitants du département. Donc, suivant cette dynamique, on voit aussi beaucoup d'appels à projets hein, autour des petites lignes et des gares hein, qui sont en train de se développer pour dynamiser justement ces gares dans nos petites communes. Et on voit que nombre d'entre elles voient leurs fonctions et usages évoluer au fil des ans. Hein, donc, exit le seul lieu de transit, mais parfois, maintenant, on peut désormais venir acheter ses légumes avec son panier bio, consulter un médecin, hein, c'est d'actualité, bénéficier d'un service de conciergerie, ou tout ça dans une logique de tiers-lieu. Et puis, on voit bien qu'il y a en tout cas une dynamique qui est en train de s'inscrire, hein, puisque récemment, cette semaine, hein, un plan d'1 milliard d'euros était déployé pour le train dans notre région. Donc, il y aura des opportunités à saisir pour développer ces lignes qui sont évidemment coûteuses en infrastructure à développer. C'est évidemment des choses qui se font sur le long terme. Concernant toujours ce train, il y a quand même des freins qui demeurent et qu'il va falloir dépasser, en particulier sur les questions d'accessibilité pour les familles, d'intermodalité dans les petites communes. Hein. L'intermodalité, c'est comment on articule les différents modes de transport quand on arrive quelque part, hein, du train au vélo, au bus, etc. Justement, cette capacité d'accueil des vélos dans nos trains, ce qui est une forte contrainte, hein, en particulier sur les grands itinéraires cyclables, des tarifications qui sont ou élevées ou peu lisibles, et puis des questions de mobilité, évidemment, dans le dernier kilomètre, une fois qu'on arrive à la gare. En vrai, c'est une réflexion globale qui pourrait favoriser ce mode de transport qui pourrait être engagé, en partenariat évidemment avec les acteurs du tourisme, parce qu'il y a une vraie place à occuper dans le tour de table, et puis les opérateurs, évidemment, ferroviaires, les collectivités locales et l'État. Voilà ce que je voulais dire sur ces questions-là. Merci donc effectivement pour ces faits qui peuvent voilà, nous questionner. Et on a aussi questionné un expert, Julien de Labaca, qui est expert mobilité et tourisme et qui va revenir un petit peu sur une utopie qu'on s'est posée. Mais en tout cas, je vous laisse regarder la vidéo et vous verrez puisque la question est au début de la vidéo. Donc, on le laisse répondre sur la question des mobilités. Est-ce que vous avez du son? Non, vous n'avez pas de son? Ouais. On retente. On rembobine, on reprend, on rembobine. Oh là là, la phrase de boumeuse. Mais en tout cas, on va retenter, on refait le test et puis sinon on vous la repassera. Allez. Non, j'entends toujours pas. Alors, en tout cas, on va juste faire un dernier test et moi, ce que je vous propose, c'est de voir le résultat du premier sondage qu'on s'est dit tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, on vous a demandé de classer par ordre d'importance, les actions sur lesquelles vous souhaitez agir en priorité et ceux sur lesquels vous êtes parti en priorité, c'est étendre la saison touristique,
adapter, créer une offre pour les familles et faire évoluer son offre pour les touristes, pardon, que je lise la chose jusqu'au bout, faire évoluer son offre pour les touristes seniors. Voilà, donc c'était les 3 propositions sur lesquelles vous êtes partis en premier. On refait un dernier test et là, si effectivement ça ne fonctionne pas, on vous la renverra et comme ça, à côté du webinaire, comme ça, vous pourrez la visionner. Donc, en substance, la question qu'on lui posait à Julien Delabaca, qui est donc consultant tourisme et mobilité, qui intervient auprès de nombreuses destinations touristiques, on lui a posé la question de demain, si nous étions tous en train en 2050, comment ça se passerait et est-ce que ça entraînerait une nouvelle concurrence entre les destinations touristiques? Et lui nous répondait plus sur la partie intermodalité. Il ne croit pas vraiment au tout-train, mais voilà, plutôt des intermodalités. Donc, on réessaye une dernière fois. Emeline, tu penses qu'on peut réessayer une dernière fois et puis, auquel cas, on vous renverra la petite capsule? Donc, on retente, on enlève la présentation puis peut-être la remettre effectivement, hein, comme, quand on a toujours des problèmes avec sa Wi-Fi, bah, voilà, on nous dit débrancher, bon rebrancher, bah, c'est peut-être ce qui va fonctionner en fait. Donc on va recommencer, puis on va voir donc si ça fonctionne. N'hésitez pas si vous aviez des questions supplémentaires donc sur la première partie ou sur la deuxième partie. N'hésitez pas, c'est le moment, voilà, de ce petit moment de pause, voilà, qui vous est octroyé. N'hésitez pas si vous avez des questions, des compléments à apporter. Alors, on retente. Allez, et on croise tous nos doigts. Et on ferait beaucoup puisqu'on est 68. Bonjour Julien Delabaca, vous êtes consultant sur les mobilités dans le secteur touristique notamment. Votre entreprise qui s'appelle le Facilitateur des mobilités donc exerce dans le domaine touristique, comme je le disais auparavant. Donc la question qu'on souhaitait vous poser aujourd'hui dans le cadre de notre webinaire, c'est demain tous en train. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce qu'on va vers l'accroissement des inégalités entre territoires? Est-ce que ceux qui ont les infrastructures pour accueillir le train vont avoir plus de clientèle touristique que ceux qui n'ont pas d'infrastructure? Est-ce qu'on va vers une nouvelle concurrence et une nouvelle, on va dire, des nouveaux flux touristiques entre ceux qui ont les infrastructures et ceux qui n'en sont pas dotés? Merci pour cette invitation. Alors, cette question, elle est intéressante parce que, bon, déjà, je pense qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour que le train devienne majoritaire en termes de part modale sur l'accès aux destinations touristiques, il va nous falloir faire beaucoup d'efforts. C'est un objectif, on parle d'utopie, là, c'est un objectif qu'il faudrait qu'on atteigne, hein, mais on en est encore très loin. Aujourd'hui, elle est plutôt minoritaire. Pour pouvoir y arriver, il y a quelques leviers à activer, hein. Comment est-ce qu'on travaille mieux avec le vélo? Donc, l'intermodalité vélo et train, c'est un couple qui marche très, très bien. Comment est-ce qu'on améliore le lien entre les gares et les destinations, ou encore comment est-ce qu'on intègre le train dans la réservation. Donc ça, c'est vraiment des leviers pour y arriver. Si on y arrivait et que vraiment on était dans cette utopie, il faut quand même se dire qu'il y a plein de territoires qui, déjà aujourd'hui, hein, ne sont pas accessibles en train. Donc on pourrait considérer que cette concurrence, elle existe déjà, ou qu'en tout cas cette faiblesse, elle existe déjà. Pour autant, il y a des choses à faire avec eux. L'autocar est un mode, par exemple, qui permet d'y accéder très facilement. L'autocar, il a une mauvaise réputation, mais aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est des modes qui sont beaucoup moins carbonés. C'est des modes qui sont beaucoup plus confortables, sur lesquels on a un bien meilleur marketing. C'est quand même un mode qui reste un transport collectif, donc qui est quand même efficace en termes d'emport de nombre de personnes. Donc vraiment, il ne faut pas l'oublier. On a tendance à le mettre de côté. Les Espagnols, par exemple, il y a 32 millions de personnes qui se déplacent en autocar à l'année, ce qui n'est pas rien. Il y a un deuxième mode de transport qu'on a tendance à sous-évaluer, c'est le piéton, c'est la marche à pied. Alors pourquoi? Pas pour aller jusqu'à sa destination, mais considérons que même si demain le train prend une part importante dans les parts modales jusqu'à la destination, la voiture restera quand même importante. Aujourd'hui, elle est majoritaire, mais elle resterait importante. Et là, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on sanctuarise certains espaces, comment est-ce qu'on relègue la voiture au second rang, voire au troisième rang, et à ce moment-là, comment on finit son trajet. Et là, le piéton a vraiment un rôle à jouer. Le vélo d'ailleurs aussi, hein, mais le piéton a un rôle à jouer. Et là, il y a plein de choses à inventer sur la question des cheminements, sur mieux informer, sur mieux jalonner, sur la signalétique particulière, sur faire des trucs fun, pour finalement se dire,
même si on n'a pas le choix d'arriver en voiture, on finit autrement. Donc juste, pour terminer, hein, c'est assez simple de se dire, gardons cette utopie que le train pourrait être le mode majoritaire. Elle est positive, cette utopie, et elle est géniale, et moi, j'y suis très attaché au train. Mais considérons qu'il y a d'autres solutions, qu'elles existent déjà, et que justement, il faut avoir une vision qui soit vraiment, vraiment plurielle pour proposer plein de solutions, de la plus efficiente et la moins carbonée à tout le reste, en restant quand même assez réaliste. Merci Julien. Donc, merci pour ce regard d'expert de Julien Labaca, qui est revenu voilà, sur cette utopie et qui nous a apporté cette réponse. On le remercie et donc on va passer à la partie comment on vous accompagne sur la partie mobilité. Nous, on vous accompagne sur un sujet bien particulier qui est le vélotourisme. On vous accompagne notamment voilà, sur le label Accueil Vélo, ce que je disais en première partie, mais on travaille aussi donc de manière générale sur les différents itinéraires qui traversent notre territoire de Loire-Atlantique. Donc, que ce soit la Loire à vélo, la Vélodyssée ou Vélo Océan, qui sont déjà des itinéraires qui sont déjà bien installés sur notre territoire et on continue toujours dans l'amélioration de ces itinéraires. Et puis, il y a aussi des itinéraires qui sont plus naissants, comme l'Arrêt Galante, qui est un itinéraire qui relie le Mont-Saint-Michel à Nantes, et puis la V93 qui reliera Saint-Nazaire à la Creuse. Et on est dans ces comités d'itinéraires avec plusieurs destinations pour voilà, travailler sur ces itinéraires qui peuvent être européens, qui peuvent être nationaux, etc., mais qui constituent voilà, une belle offre d'itinéraires cyclables sur notre territoire de Loire-Atlantique, qui se complète aussi avec des boucles locales, que ce soit d'ailleurs à vélo ou à pied, mais Loire-Atlantique Développement travaille vraiment de manière très, très serrée sur la partie vélotourisme de notre territoire de Loire-Atlantique. Donc voilà. Sur cette nouvelle session que l'on vous a présentée, on souhaitait également vous poser une nouvelle question de sondage. Donc, je laisse Emeline charger tout ça. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions voilà, sur ce qu'on vous a présenté. Le chat est toujours à disposition ainsi que les questions-réponses. Donc, Oui. je te laisse comme tu veux. Je te laisse lire. Je peux lire. Vas-y, Claire. Oui. Alors, du coup, pour classer par ordre d'importance, les actions sur lesquelles vous souhaitez agir en priorité. Donc, la première proposition, mettre en avant le tourisme de nature. Deuxième, promouvoir la gastronomie et les produits locaux. 3, développer des offres sans voiture. 4, renforcer la satisfaction des touristes français. Et 5, améliorer la promotion du petit patrimoine. Donc, on vous laisse répondre et puis voilà. On y reviendra tout à l'heure sur les résultats du sondage. Nous allons enchaîner peut-être avec la troisième partie et présentation des clientèles de Loire-Atlantique, notamment avec le focus. Maintenant, on va rentrer par le lieu de séjour. Et voilà, on va aussi faire une présentation des différentes données et des faits qui nous ont interpellés et que l'on souhaitait partager avec vous. Et on donnera les résultats du sondage tout à l'heure. Donc, Emeline, je te laisse la parole pour les données. Merci Claire. En effet, on va poursuivre avec le troisième et dernier chapitre de la matinée sur les données selon le lieu de séjour, où là, on a pu segmenter les données selon le lieu de séjour des touristes, à savoir la métropole, le littoral de Loire-Atlantique et les espaces ruraux. On aura aussi du détail, je le dis dès à présent, on aura du détail aussi selon la délimitation de la Loire, à savoir on aura le zonage littoral nord, littoral sud, Loire, et le rural nord-Loire, rural sud-Loire. Nous avons aussi quelques données à l'échelle, nous avons aussi les données d'ailleurs au global à l'échelle des 4 PCI littoraux. Donc voilà, pour ce matin, on va prioriser le discours autour des 3 grands zonages que sont le littoral, la métropole et le rural, mais sachez qu'on a aussi tout cet ensemble de données à disposition et qui sera publié également. Donc pour les données selon le lieu de séjour, on va repartir là aussi de la typologie de clientèle où on observe essentiellement des couples sur le littoral de Loire-Atlantique, plutôt des familles sur la métropole et des couples en priorité, mais finalement des profils beaucoup plus variés. On va avoir également 20% qui sont venus entre amis et 14% seuls, donc on va avoir une typologie de clientèle beaucoup plus diversifiée sur la métropole. Là aussi, typiquement, par rapport à la question de tout à l'heure, on est sur un total parfois supérieur à 100%, puisqu'on peut être venu en famille et entre amis, par exemple.
Donc voilà pour ça. Et pour le rural, des familles également et des couples en priorité. Et on va avoir davantage de retraités, ou du moins la part des retraités est prioritaire sur le rural, là où elle est en 3e position pour le secteur littoral et métropolitain, où on va retrouver essentiellement des cadres. En termes de mobilité, ça nous a questionné aussi évidemment en fonction du territoire d'observation. La voiture largement plébiscitée pour les touristes qui vont sur le littoral à 82%. Pour la métropole, on a tout de même 21% des touristes qui viennent en train, mais 20% aussi en avion. On a abordé précédemment la thématique aussi de l'autocar qui s'observe davantage sur la métropole et beaucoup moins, voire pas du tout, sur le reste de la Loire-Atlantique. Pour le rural, on va avoir comme précisé tout à l'heure, la dynamique vélo bien plus marquée, notamment grâce à nos principaux itinéraires, la Loire à vélo, la Vélodyssée, etc. Donc 9% des touristes sur les territoires ruraux sont venus à vélo. On va retrouver aussi la dynamique camping-car sur le rural et sur la métropole. En termes de mode d'hébergement, sur les zones littorales, on va retrouver le locatif et les résidences secondaires en tête du classement. Pour la métropole, c'est évidemment l'hôtellerie qui est le premier mode d'hébergement marchand plébiscité par les touristes, suivi par le locatif et les chambres d'hôtes. Et sur le rural, c'est la dynamique camping que l'on peut noter ici, même si là aussi l'hébergement chez les proches ou en locatif est prioritaire. La dynamique camping s'observe vraiment bien sur les territoires ruraux, ainsi que sur le littoral, où 16% des touristes choisissent ce mode d'hébergement. En termes de dépenses, là aussi, des différences notables selon la typologie de territoire. Sur le littoral, un budget par groupe et par séjour beaucoup plus élevé, presque x2 par rapport aux autres typologies de clientèle, parce qu'une durée de séjour beaucoup plus longue que sur le reste du territoire. En effet, sur la métropole, si le panier journalier moyen est nettement plus élevé que sur le reste du territoire, la durée de séjour étant beaucoup plus courte, avec plutôt du city break et une dynamique de week-end beaucoup plus marquée, eh bien, on va avoir un budget global moins important. Pour les territoires ruraux, une durée de séjour plutôt courte aussi. Pourquoi? Alors, on va avoir à la fois la dynamique d'itinérance avec voilà, un séjour qui va être visité de manière itinérante, l'impact aussi des événements, le Hellfest, la Nuit de l'Erde, etc., où on va avoir beaucoup de flux touristiques sur des moments très précis. Et également, une autre dynamique sur les territoires ruraux, ça va être tout ce qui est regroupements familiaux, notamment en haute saison, sur les mariages, etc., qui vont aussi générer beaucoup de flux, mais sur des temps assez courts. Donc cette partie était beaucoup plus courte, mais vous aurez évidemment toutes les données. Avant de repasser la parole à Raphaël, juste un dernier point, si je peux remonter sur celle-ci. En termes de satisfaction, je ne vous ai pas remis toutes les données, mais c'est aussi sur les territoires ruraux que la satisfaction est la plus élevée, car ça répond aussi à toutes les demandes en termes de tourisme vert, tourisme de nature, de slow tourisme aussi, donc une satisfaction plus forte. On a vu tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Si dans la conversation. C'est bon, c'est revenu, ouais. C'est bon? Alors, je ne sais pas où est-ce que ça a coupé. Ce que je disais, c'est que la satisfaction était la plus élevée sur les territoires ruraux. On l'a vu tout à l'heure, c'est aussi sur les territoires ruraux qu'il y avait le plus de retraités. Donc voilà, ça peut être aussi lié, puisqu'on avait vu tout à l'heure que c'est ceux aussi qui avaient la satisfaction la plus élevée. Donc voilà, des éléments qui peuvent aussi se corréler. Plus on va rentrer dans le détail des données, plus on va pouvoir les mettre en regard. Donc toutes les données qui ont été présentées sur ces 3 chapitres seront bien plus détaillées dans les publications à venir sur le modèle de ce que j'ai montré en début de webinaire, je le rappelle. Et je redonne la parole à Raphaël pour cette dernière partie. Merci Emeline. Oui, je voulais m'arrêter sur cette notion de la durée des séjours qui nous paraissait importante à développer.
Parce qu'effectivement, la durée des séjours est très variable d'un territoire à l'autre. Émilie le disait, dans la métropole, les visiteurs passent le moins de temps, où les pratiques touristiques, le city break, les escales, le tourisme d'affaires favorisent les très courts séjours. Mais c'est aussi là, finalement, que le panier moyen touristique est le plus important. Le panier moyen journalier, en tout cas, touristique est le plus important. Donc, évidemment, c'est un tourisme qui est quand même important pour nos territoires. On le voyait et on le précisait dans les espaces ruraux. Là, on a des dynamiques et des pratiques différentes liées à l'événementiel, à l'itinérance. Voilà, on est des territoires qui sont plus arpentés, plus traversés, en tout cas plus ponctuellement visités. Alors que sur le littoral, là où on a beaucoup de résidences secondaires et où on a un recours plus élevé au non marchand, on a des durées de séjour qui sont plus longues avec évidemment des solutions d'hébergement qui sont source d'économie pour les touristes. Mais ce constat, en tout cas, autour de la durée des séjours, c'est pour nous l'occasion de rappeler, alors qu'au-delà des bénéfices économiques que tirent les territoires de plus longs séjours, ils permettent également de réduire la pression sur les ressources naturelles et culturelles et évite la saturation et la dégradation de certains sites qui accueillent beaucoup de visiteurs. Un séjour touristique plus long favorise aussi la diversification de l'offre, en incitant les visiteurs à découvrir des lieux moins connus ou plus éloignés de leurs centres d'intérêt principaux, donc en favorisant le développement des activités culturelles, sportives, gastronomiques, ce qui contribue à attirer un public plus large, mais qui contribue aussi à mieux irriguer l'ensemble du territoire des flux touristiques et de moins les concentrer sur les principaux nœuds d'intérêt du département. Et puis par ailleurs, des visiteurs qui restent plus longtemps ont plus de chances de s'engager avec la communauté locale, et donc les habitants, de participer à des événements et d'interagir avec ceux qui résident à l'année sur le territoire, et puis de soutenir les entreprises régionales par leur consommation. Et puis par ailleurs, ce que disait Emine, ce sont eux qui affichent, ceux qui restent le plus longtemps, qui affichent la plus grande satisfaction sur leur séjour et qui sont les plus enclins à recommander la destination. Donc on voit bien que par un séjour plus long, on a un renforcement de lien entre touristes et habitants sur la destination qui permet d'atténuer une certaine défiance qui peut parfois exister, qu'on a pu parfois constater, et en tout cas qui répond à des enjeux qui sont grandissants sur notre territoire, en disant qu'on veut multiplier, développer ce tourisme local, d'une frontière qui est de plus en plus poreuse entre touristes et habitants sur nos territoires. Et donc cette question du long séjour contribue à y répondre et à finalement pacifier nos relations entre touristes et habitants. Merci Raphaël pour cette partie-là. Ensuite, nous avons effectivement demandé l'avis d'un expert. Donc, un expert qui est François Perroy, qui est consultant pour Émotion Tourisme, son entreprise. Il est consultant en ingénierie touristique et il accompagne des destinations touristiques sur des stratégies touristiques, voilà, et notamment de régulation aussi. Toutes ces questions-là, il peut donc en parler avec les destinations. Il était aussi intervenu sur notre territoire Atlantique pour la destination Estuaire et Sillon, qui est Savenay, etc. Donc François, est-ce que tu es connecté? Je ne te vois pas. Oui, je suis bien connecté. Oui, c'est bon? Oui, d'accord, ok. Oui. François, on voulait te poser une question. Est-ce que l'avènement des outils de régulation, tout ce qui est quota d'accès, les fermetures temporaires ou totales de sites, le yield management, pardon pour mon anglais, mais le fait de réguler les prix selon les périodes, est-ce que ces dispositifs qui visent à réglementer les flux, à les réglementer, réguler, est-ce que ça va redessiner un petit peu la géographie touristique de la France? Est-ce que ça va changer, qu'on n'ira plus désormais au sud, mais est-ce que tous ces dispositifs qui sont mis en place, est-ce que ça va changer les choses sur les flux touristiques aujourd'hui en France? Bonjour à toutes et à tous et merci Claire pour l'invitation. Je vais développer, je vais répondre à ta question, mais peut-être qu'il y a déjà un bout de fin de réponse que je glisse ici. Ce qui va modifier à terme, c'est l'évolution climatique, avec une redistribution des espaces de consommation et des provenances, très certainement. On le voit déjà, mais j'y reviendrai. La question des outils de régulation, elle est vraiment intéressante parce qu'on pourrait croire qu'elle est récente. En fait, elle n'est pas récente du tout. Elle est même déjà très ancienne. Si je prends l'exemple de Lascaux, la grotte de Lascaux, son résultat, c'est
le fait d'une régulation, d'un souhait de régulation pour sauver ce patrimoine. Évidemment, c'était très marginal, ça concernait peu de monde, mais aujourd'hui, nous voyons bien, nous en sommes à l'ASCO 4, puisqu'il y a une exposition mobile. Donc, ce sont des questions qui sont déjà anciennes. Aux États-Unis, dans les années 70, on s'est préoccupé de ce qu'on a appelé les effets de charge, de carrying capacity, dans les parcs naturels nord-américains pour réguler la fréquentation. Donc, vous voyez, nous parlons déjà de choses qui ont 40, voire 50 ans. En fait, il faut connecter ça aux 60 ans d'expansion touristique frénétique du monde occidental, qui a concerné vraiment le monde occidental en majorité, mais qui, depuis quelques décennies, concerne aussi une grande partie de l'Asie. Et donc, on a une population touristique mondiale de plus en plus importante. Si je ramène à notre sujet spécifique, il y a quand même une particularité, c'est que jusqu'en 2008-2009, on a un développement touristique très fort, et puis on a la crise des subprimes, et elle se traduit notamment dans le bassin méditerranéen par une difficulté pour la population locale à vivre. Et il y a là des politiques qui incitent les habitants à s'emparer du tourisme à des fins privées. Tout ça est lié à Airbnb. Et on voit arriver de plus en plus de monde dans des secteurs, y compris populaires de Barcelone, où on n'avait pas de tourisme auparavant. Et donc là, on voit qu'il y a une dérégulation, mais qui est aussi portée par la politique, hein. Et puis quelques années plus tard, on a beaucoup de critiques, hein, beaucoup de contraintes, et on voit que le tourisme pâtit de ces excès, d'autant qu'on note des difficultés de logement, d'habitat permanent pour la population locale. En 2020, l'arrêt brutal du tourisme, et en 2021, une relance, mais phénoménale. Et là, nous découvrons dans les territoires français que non seulement il y a des touristes en séjour, ils sont plus nombreux, mais il y a aussi des excursionnistes et on les prend davantage en considération. Et l'excursionnisme couplé au tourisme, eh ben, ça fait effectivement des moments de tension par endroits. Et on voit des spots surchargés et avec des critiques, y compris de la population locale, qui n'arrivent pas à se loger, que ce soit pour de l'habitat permanent, voire évidemment pour les saisonniers aussi. Si je reviens sur l'Espagne, parce que je prends souvent cet exemple parce qu'on travaille souvent aussi en Espagne, on voit des endroits qui ont été fermés à la visite depuis quelques années, mais pas fermés au sens stricto sensu, qui ont été canalisés. On a des endroits naturels avec des parcours de randonnée pour aller voir des sites sensibles en pleine nature. On va marcher, on va faire un peu de canyoning pendant 2 heures, 3 heures, une demi-journée, et on va payer son entrée. Et son entrée, on la paye après avoir réservé en ligne. Et cette raison en ligne fait que on est pris en charge à l'accueil par un guide. On a un moment de médiation pour comprendre les enjeux environnementaux et on se retrouve en très très bonnes conditions de découverte parce qu'on est moins nombreux. Mais c'est très bien vécu. Donc ça veut dire que la régulation peut être très bien anticipée et très bien vécue. Alors, dans ta question, Claire, il y avait évidemment cette question du surtourisme, la régulation, du pricing également, qui a son importance, plutôt que du yield, hein. Le yield, vous savez, c'est l'aérien ou c'est le ferroviaire. Chaque place est vendue à un prix différent. Le pricing, c'est plutôt adapté aux circonstances, au moment, et à des grandes catégories de population. Moi, je crois que tout ça va se développer, mais sans trop de contraintes, alors que là, on a eu beaucoup de contraintes, beaucoup d'effets médiatiques, mais c'était lié vraiment à cette croissance du tourisme et à cet arrêt brutal et à cette reprise avec la découverte des excursionnistes. D'ailleurs, à Pau, lors des rencontres de l'e-tourisme il y a un peu plus d'un mois, on a eu des exemples de collègues à nous, aussi bien en Ardèche que sur sur les îles près de La Rochelle, l'IDEX, qui nous évoquaient des solutions, non pas tant seulement de régulation, mais d'alerte et d'information et de propositions de redéploiement. Et tout ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'aurais terminé en disant qu'il y a 2 ou 3 choses qui, moi, me paraissent assez conclusives enfin conclusives temporairement sur le sujet. C'est évidemment, mais ça a été évoqué dès le début, c'est l'évolution démographique, hein. C'est un fait énorme, le fait que la population européenne vieillisse autant qu'elle vieillit. Et donc, ça signifie que les comportements, les pratiques, les espaces de consommation, d'une manière ou d'une autre, vont changer également. Alors, on a vu des données qui nous indiquent aussi des périodes de redéploiement de touristes selon l'âge. Tout ça
se renforcer d'une manière ou d'une autre. La deuxième, donc la démographie a sa place. La deuxième chose, c'est la géographie, évidemment, avec des canalisations possibles, mais des outils finalement assez simples. Mais les deux couplés, géographie et démographie, bah, ça peut nous amener à une segmentation touristique un peu plus fine, me semble-t-il. Et finalement, ça m'amène avec ce mot qui est celui du marketing, parce que finalement, quand on couple à la fois de la géographie et de la démographie, et qu'on introduit le mot de segmentation touristique, bah, on voit bien qu'on va devoir travailler un peu plus finement nos flux, nos périodes et nos lieux de séjour. Et tout ça, à mon avis, peut se faire de manière très, très raisonnée, très, très organisée. Merci François, merci pour ce retour. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, merci beaucoup pour cette expertise. Donc si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à le mettre voilà, dans le flux de conversation ou aussi dans le flux questions-réponses. Donc, comment Loire-Atlantique Développement vous accompagne sur cette question aussi de la désaisonnalisation et aussi des flux de fréquentation touristique sur notre territoire de Loire-Atlantique? Nous, ce qui a été réalisé lors de ces dernières années, c'est notamment des campagnes de promotion et de communication qui met le focus sur d'autres endroits touristiques qui ne sont pas les endroits touristiques voilà, évidents au premier abord, on va dire, sur notre territoire. Donc, on a travaillé notamment sur le lac de Grandlieu ainsi que le canal de Nantes à Brest pour vraiment faire désengorger, on va dire, entre guillemets, la partie littorale et la partie aussi urbaine, etc., pour montrer voilà, toutes les richesses de notre territoire de Loire-Atlantique. Il y a aussi des opérations qui ont été menées sur la mer en hiver, puisque effectivement, le littoral l'été, voilà, il y a assez de clientèle, on va dire. Et voilà comment on travaille aussi sur cette autre partie de l'année et qu'on fait venir de la clientèle aussi dans ces périodes où les destinations littorales sont moins attendues au moment de l'hiver. Donc voilà, c'est des opérations qu'on a pu mener, que ce soit pour le lac de Grandlieu, le canal de Nantes à Brest ou la mer en hiver, ou des opérations soit de communication, de promotion, pour voilà, vraiment créer de la désaisonnalisation et aussi de la régulation de flux différents sur notre territoire de Loire-Atlantique. Donc, on va ensuite passer à la troisième question de sondage. Moi, je vous propose, pendant que du coup, on va d'abord lire la prochaine question de sondage, et pendant que vous donnerez votre avis sur cette troisième question de sondage, je vous donnerai les résultats de la deuxième question de tout à l'heure, si ça vous va bien. Donc, la troisième question de sondage, c'est classer par ordre d'importance les actions sur lesquelles vous souhaitez agir en priorité. 1. Mieux capter les flux entre les territoires. 2. Repenser le lien entre les mobilités. 3. Réguler l'accès aux espaces en tension. Et 4. Augmenter la durée de séjour des touristes. Donc voilà, vous pouvez répondre donc à cette question. Donc, le temps que vous y répondiez, je vais vous donner donc le résultat de la seconde question qu'on vous avait posée tout à l'heure sur classer par ordre d'importance les actions sur lesquelles vous souhaitez agir en priorité. Et tout à l'heure, vous avez répondu 1. Mettre en avant le tourisme de nature. 2. Promouvoir la gastronomie et les producteurs locaux. 3. Développer des offres sans voiture. Et ensuite, le petit patrimoine ainsi que la satisfaction des touristes français arrive voilà, en 4e et 5e position. Mais c'est intéressant sur la partie tourisme de nature. Et voilà, ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur le canal de Nantes à Brest et sur le lac de Grandlieu. Donc voilà, ça veut dire que l'on est bon, on est dans les bonnes réflexions. Alors ensuite, sur la partie sondage, je vous laisse quand même prendre le temps d'y répondre. Ou alors peut-être on présentera les résultats du sondage à la suite. Je te laisse peut-être, Emeline, présenter voilà, les futures données qui vous seront livrées dans un second temps et le calendrier un peu des données reflets à venir. Oui, merci Claire. En effet, voilà, vous avez eu ce matin un premier panorama de données, nous, qui nous ont interpellés à la lecture des fiches segmentées. Donc, je le rappelle, là, vous avez eu une présentation concernant les profils, la provenance ou encore les territoires. Pour les territoires, en effet, ce sera davantage décliné sur la partie Nord-Loire, Sud-Loire et également sur le littoral. Mais de nombreuses données vont encore arriver avec des publications qui auront lieu jusqu'à la fin de l'année, notamment avec ce même exercice qui sera fait selon le type d'hébergement. Donc on aura les données des touristes qui dorment en hôtel, qui dorment en camping, en locatif, en chambre d'hôte ou encore en camping-car.
On aura aussi de la segmentation selon le moyen de transport, justement, la fiche des touristes qui viennent en train, ceux qui viennent en avion. Des données aussi selon le type d'activité, le nautisme, la plage, la visite de cave, les musées, parcs de loisirs et animaliers, le vélo, la randonnée, les monuments historiques ou encore les espaces naturels. Donc ça permettra, selon votre type d'activité, selon vos cibles, de pouvoir détailler vraiment chaque parcours client selon ces différents segments. Également, selon la durée, on aura des données sur les touristes en hors saison ou sur les touristes en aile de saison, ainsi que les touristes en court séjour ou encore les primo-visiteurs. Un autre chapitre sur les motifs de séjour, les touristes qui sont venus en Loire-Atlantique pour le patrimoine, ceux qui sont venus pour la nature et les paysages, pour la gastronomie ou encore pour les attaches à la région. Et enfin, on a parlé tout à l'heure, François Perrault a parlé justement de l'excursionniste. En effet, dans le cadre de l'enquête Reflet, nous n'avons pas interrogé uniquement les touristes, nous avons aussi enquêté les excursionnistes, les résidents secondaires et les habitants. Donc ce sera aussi l'opportunité sur cette fin d'année et début 2024 d'analyser ces résultats qui sont moins nombreux hein, que pour les touristes. Néanmoins, il y a des constats intéressants que nous pourrons vous partager sur ces segments qui sont aussi très importants en termes de développement touristique et pour penser voilà, tous les axes de développement que l'on a évoqués, ça concerne pas uniquement les touristes. Donc voilà ce qui vous attend sur la fin de l'année et puis début 2024. Si vous avez besoin de données spécifiques que vous n'avez pas forcément vues, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être qu'on on a synthétisé hein, quand même, il y a une masse de données énorme. Peut-être que certaines données ne seront pas présentes dans les publications, mais on les a en stock. Je pense par exemple à la préparation du séjour, qu'on n'a pas forcément remis à chaque fois sur quel type de plateforme, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont consulté comme réseaux sociaux, etc., pour préparer le séjour. Je pense aussi à certaines plateformes de réservation, par exemple Gîtes de France. On a aussi la part des personnes qui ont réservé sur Gîtes de France pour chacun de ces segments. Donc voilà, on peut aller creuser plus loin. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins spécifiques que vous ne trouvez pas dans les publications, à nous questionner. On peut aller plus loin selon aussi votre demande. On a des données sur les séjours packagés aussi. Enfin voilà, j'en passe. Mais n'hésitez pas. On a beaucoup de matière à vous proposer. De la même façon, faites appel à nous aussi si vous souhaitez que l'on vienne justement lors de vos réunions professionnelles, lors d'assemblées générales, d'ateliers ou même avec vos équipes aussi, pour présenter des données reflets, soit les données départementales ou alors justement sur un segment spécifique ou sur un chapitre de données spécifiques qui vous a intéressé ou qui vous concerne plus spécifiquement. Donc avec Claire, Raphaël et moi-même, nous sommes aussi à votre disposition pour venir vous aider aussi à vous familiariser avec toutes ces données, à vous accompagner et à les restituer avec vous lors d'ateliers, de tables rondes ou de conférences par exemple. Vous retrouverez ici tous les partenaires de l'enquête Reflet. Hein. Je rappelle, ça a été mis en place par la région Bretagne, donc il y avait vraiment un ensemble de partenaires aussi départementaux et locaux. Je remercie à nouveau aussi tous les points d'enquête qui sont présents et qui ont participé au dispositif, sans qui on n'aurait pas eu toute cette qualité et ce détail de données. Donc merci à vous, c'est vraiment très précieux pour toutes les années à venir, puisque je le rappelle, hein, ce type d'enquête, on les renouvelle tous les 4-5 ans, donc c'est de la donnée qu'on doit faire vivre aussi, qui vous servira pas seulement en 2023 ou 2024, mais bien sur les années à venir, sauf grand bouleversement, on croise les doigts en termes de fréquentation touristique, et a priori, ce type de données ne devrait pas être bouleversé drastiquement sur les quelques années à venir. Et encore que, rendez-vous dans 5 ans pour voir les évolutions. Je vous invite aussi, si vous voulez avoir davantage d'éléments de comparaison, à aller consulter les supports de la région Bretagne qui avait déjà réalisé cette enquête en 2016 et qui donc a aussi des données de comparaison, chose que l'on n'a pas pour la Loire-Atlantique. Donc n'hésitez pas aussi à consulter leurs supports pour avoir davantage d'informations. Et enfin, pour terminer, vous retrouverez aussi le calendrier 2024 pour l'observation touristique, avec un prochain rendez-vous en janvier pour faire le bilan de l'arrière-saison, hein, des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël. Au premier trimestre, ce sera l'heure des bilans annuels, Fluvion Tourisme, sur la fréquentation, les sites de visite, l'hébergement locatif également, avec un nouvel outil qui se met en place au niveau national, mais on vous en reparlera en temps et en heure.
Sur le deuxième trimestre, il y aura la publication de la nouvelle édition des chiffres clés, une matinale justement sur l'avant-saison. La restitution également d'études sur le vélo qui ont été menées cette année. Je pense notamment à la Vélodyssée, à la V93 et la V9, donc des résultats qui arriveront aussi en 2024. Et puis, on poursuivra ensuite au troisième trimestre avec évidemment le bilan de saison, des bilans qui seront peut-être repensés en 2024 pour moins se concentrer justement sur la haute saison touristique, mais qu'on puisse justement vous communiquer tout au long de l'année, puisqu'on le voit avec l'étalement des flux et comment on veut repenser cette saison, de pouvoir vous communiquer de l'information tout au long de l'année, à chaque période touristique de l'année, et pas uniquement sur les mois de juillet et août. Et je repasse la parole à Claire pour les derniers petits sondages, si vous avez des questions également. Oui, alors il y avait une question, mais pratique, qui demandait est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, nous adresser le PowerPoint de présentation? Effectivement, vous aurez donc le PowerPoint ainsi que le replay. Donc voilà, vous pourrez donc voilà, reconsulter la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, il y avait une question également de Marion Bain, bonjour Marion, qui demandait est-ce que vous avez des nouvelles concernant la livraison des données brutes pour les offices de tourisme partenaires qui ne les ont pas encore reçues? Alors du coup, pour les offices de tourisme, donc il y a deux choses pour la livraison des données. Donc il va y avoir à la fois l'analyse des données par territoire, donc là par EPCI, comme je disais, pour l'échelon intercommunal, on va avoir les 4 EPCI du littoral et la métropole. Et là, c'est l'analyse des données pour les touristes qui ont séjourné sur ce territoire. Je pense que la question de Marion, comme c'était un point d'enquête, relève plutôt sur pour toutes les personnes qui sont présentes, qui ont été points d'enquête, qui souhaitent recevoir leurs données brutes ou en tout cas déjà traitées sur les personnes qui ont vraiment été enquêtées dans l'office de tourisme ou le site de visite. Pour les sites de visite, vous les avez déjà reçus. Pour les offices de tourisme, normalement, ça devrait arriver aussi très rapidement. J'attends aussi la livraison de la Bretagne sur ces données. Et d'ailleurs, pour compléter la réponse de Claire à la question précédente, en plus du replay et du support de présentation, il y aura aussi toutes les publications avec les données beaucoup plus détaillées sur l'ensemble du parcours client de chacun des segments présentés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est maintenant. Sinon, on ne va pas tarder à clôturer donc, cette session de webinaire. On souhaitait vous poser une dernière question de sondage. Et moi, je vais retourner aussi à l'endroit du dernier sondage pour vous soumettre les derniers résultats. Donc, à la question classée par ordre d'importance les actions sur lesquelles vous souhaitez agir en priorité. C'était tout d'abord mieux capter les flux entre les territoires, en premier. 2, repenser le lien entre les mobilités. Ensuite, la troisième proposition qui était donc voilà, sur le top 3 le podium, augmenter la durée de séjour des touristes. Et ensuite, un petit peu à égalité avec réguler l'accès aux espaces en tension. Donc voilà, il y a vraiment une question sur les flux entre territoires de manière globale. La question qu'on vous pose, elle est toute simple, c'est est-ce que vous avez apprécié ce webinaire? Non, pas vraiment, pas d'étoiles. Ou alors, oui, absolument. Et là, vous pouvez aller jusqu'à 5 étoiles et on en sera content et contente. Voilà, sur cette partie-là. Ensuite, on voulait aussi vous redonner l'information, voilà, enfin, vous redemander quelle thématique pardon, vous avez le plus apprécié. Alors oui, pardon, c'est que moi-même, je dois y répondre. Voilà, quelle thématique vous avez le plus apprécié? Les données par profil, les données par provenance ou les données par territoire? Quelles sont celles, en fait, qui vont le plus servir votre activité pour vous? Et ensuite, la dernière question, c'est quelle thématique attendez-vous le plus? Les données par mode d'hébergement, les données par moyen de transport, les données par type d'activité, les données selon le motif de séjour ou les données selon la période durée. Pareil, hein, c'est vraiment les données qui vous serviront le plus pour votre établissement ou votre activité touristique. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ces 3 petites questions qui nous permettront aussi d'affiner les actions à venir sur l'Observatoire. Je voulais vous redonner une dernière information aussi, c'est nos différentes rencontres à venir. Nous avons tout d'abord les Instants T-Vélo qui ont lieu le 30 novembre, donc c'est demain, enfin c'est dans 10 jours désormais, et voilà qui se passe à Saint-Brévin. Donc voilà, les Instants T-Vélo sont faits pour les adhérents, adhérentes accueil vélo, mais aussi pour ceux qui s'intéressent à la thématique vélo. Donc n'hésitez pas à nous redemander les informations si vous le souhaitez. Et également les rencontres génériques qui s'appellent les Instants T, qui
qui auront lieu le 6 février 2024. Et là, c'est vraiment une rencontre sur la prospective, sur la thématique actuelle, mais du tourisme de manière générale. Donc voilà, le 6 février, c'est une date à noter dans son agenda. Donc voilà, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus et d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté voilà, des réponses à vos questions. Et puis, n'hésitez pas voilà, à nous redemander les supports ou reposer des questions ensuite à venir. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et merci encore. Au revoir.